Au 7e jour de l'invasion russe en Ukraine, Moscou semble intensifier son offensive. On fait le point dans ce journal. Moscou propose une nouvelle rencontre à l'Ukraine. Les négociateurs russes attendront leurs homologues en début de soirée à la frontière du Bélarus. Joe Biden ferme le ciel américain aux avions russes et qualifie Vladimir Poutine de dictateur. Lors de son premier discours sur l'état de l'Union, le président américain s'est focalisé sur la guerre en Ukraine. La Finlande, qui ne fait pas partie de l'Alliance Atlantique, débat sur l'adhésion à l'OTAN. La Russie menace régulièrement le pays en cas de ralliement. Avec l'intensification des frappes russes, les soldats ukrainiens sont constamment sur le qui-vive. Dans les rues désertes de Kiev, ils patrouillent jour et nuit alors que les civils qui n'ont pas encore fui continuent de s'abriter sous terre. La capitale est un objectif principal pour la Russie et le convoi militaire de plusieurs dizaines de kilomètres à ses portes l'atteste. Mardi, les autorités militaires russes ont alerté que pour arrêter les attaques informatiques, elles mèneraient des frappes avec des armes de haute précision. Une déclaration rapidement appliquée puisqu'en fin de journée, une tour de télévision a été attaquée, faisant 5 morts. À Kharkiv, à l'est du pays, les bombardements continuent et l'armée ukrainienne a fait état du débarquement dans la nuit de troupes ennemies aéroportées. Dans la deuxième ville du pays, des infrastructures civiles et bâtiments publics ont été frappés, comme le siège de l'administration régionale. Lors d'un discours largement ovationné par le Parlement européen, le président ukrainien a qualifié les opérations militaires russes à Kharkiv de crimes de guerre. Il accuse Moscou d'opérer un génocide planifié de sa population. La Cour internationale de justice a annoncé qu'elle se réunirait pour traiter ces accusations en début de semaine prochaine. Des négociations entre l'Ukraine et la Russie ont débuté lundi, mais pour le moment, le président russe refuse le cessez-le-feu réclamé par Kiev. Réservistes et civils ukrainiens se mobilisent toujours en érigeant des barricades, en creusant des tranchées ou en confectionnant des cocktails Molotov. J'emploierais 2 mots pour décrire le sentiment ici, c'est la peur et la détermination. La peur parce qu'en effet, les images que nous voyons des convois qui arrivent à Kiev sont très alarmantes pour la population ici. Beaucoup ont envoyé leurs proches dans des régions plus sûres de l'Ukraine, bien que maintenant, qui sait ce qu'est un endroit sûr en Ukraine, étant donné le nombre de bombardements et d'explosions dont nous avons entendu parler dans tout le pays. Pour ceux qui restent à Kiev, certains vivent littéralement dans des abris, d'autres qui sont restés chez eux se mobilisent. En général, la population qui est encore à Kiev est complètement mobilisée et prête à se battre aux côtés de l'armée ukrainienne. Les Russes prêts à reprendre les négociations ce soir. Ils ont donné rendez-vous aux négociateurs ukrainiens en début de soirée. Le lieu n'est pas connu, mais le chef de la délégation russe avait indiqué plus tôt que cette nouvelle rencontre aurait lieu bientôt à la frontière polono-bélarusse. Une première session de pourparlers a eu lieu lundi à la frontière ukraino-bélarusse dans la région de Gomel. Les négociateurs des 2 parties s'étaient ensuite retirés pour consultation dans leurs capitales respectives, mais les armes ne s'étaient pas tues. C'est un discours traditionnellement prévu pour permettre au président américain de présenter son programme pour l'année à venir. Mais Joe Biden en a fait une toute autre affaire. Face à la guerre en Europe de l'Est, le dirigeant démocrate a tenu un discours engagé et offensif, qualifiant son homologue russe de dictateur et vantant l'unité de l'Occident. La dernière attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine était préméditée et non provoquée. Il a rejeté les efforts diplomatiques. Il pensait que l'Occident et l'OTAN ne réagiraient pas.
Et il pensait pouvoir nous diviser ici dans cette enceinte et en Europe. Poutine a eu tort. Lors de son allocution, Joe Biden a annoncé la fermeture de l'espace aérien américain aux avions russes. Entouré de drapeaux aux couleurs de son pays et face à l'ovation du Congrès, l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis n'a pu contenir son émotion. Le ministère de la Justice met en place une équipe spéciale pour poursuivre les crimes des oligarques russes. Nous nous joignons à nos alliés européens pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe et leurs jets privés. Nous allons chercher leurs biens mal acquis et ce soir j'annonce que nous allons nous joindre à nos alliés pour fermer l'espace aérien américain à tous les vols russes. Souhaitant tout de même rassurer sa population sur sa politique intérieure et donner un coup de boost à sa popularité en baisse, le président américain s'est également exprimé sur la sortie de la pandémie, l'inflation et a déclaré que plus de voitures et de semi-conducteurs seront fabriqués aux États-Unis. Des mots importants alors que les élections de mi-mandat ont lieu cette année, en novembre. La Finlande se rapproche-t-elle de l'OTAN? Le pays qui ne fait pas partie de l'Alliance Atlantique débat sur la question de l'adhésion, chose impensable il y a encore quelques mois. Les partis politiques s'expriment sur le sujet. Pour l'instant, il n'est pas question d'adhésion, précise la première ministre finlandaise. Moscou menace le pays de répercussions militaires et politiques graves si la Finlande s'aligne. Mais l'agression de la Russie en Ukraine a brisé la neutralité traditionnelle de la Finlande face à la rivalité entre la Russie et l'Occident. Le pays a décidé aussi d'envoyer des armes en Ukraine, et ça, c'est historique. Avant, j'étais un peu sceptique à l'égard de l'OTAN, mais maintenant que la situation en Ukraine s'est produite, j'ai changé de position pour être plus pro-OTAN aujourd'hui. Mais nous devons quand même voir ce qui va se passer. La Finlande est un pays occidental, elle partage les valeurs démocratiques libérales avec les autres pays de l'UE et il est naturel que l'organisme qui assure la plus grande partie de la sécurité de l'UE garantisse également la sécurité de la Finlande. Selon les sondages, les partisans d'une adhésion à l'OTAN sont 53% en Finlande. En janvier, ils n'étaient que 28%. Devant l'ambassade russe à Helsinki, une chorale se mobilise pour l'Ukraine. Et la petite musique des relations avec Moscou a radicalement changé. Quelle est la position des pays qui ne sont pas dans l'OTAN ? Comment se défendre? Cette question, l'Autriche se la pose avec insistance depuis quelques jours. Ce matin-là, dans la banlieue de Vienne, la ministre de la Défense inaugure le chantier d'un futur centre de recrutement des armées. Nous sommes actuellement à 2,71 milliards d'euros par an. C'est pour l'Autriche le budget de la défense historiquement le plus élevé. Mais ne nous leurrons pas, cela ne suffit certainement pas à rattraper des décennies de négligence. Pour l'Autriche non alignée, l'adhésion à l'OTAN était jusqu'à présent hors de question. En fait, la neutralité éternelle est célébrée comme la fête nationale de la République alpine, avec des parades militaires qui ne parviennent pas à dissimuler le faible budget de défense de l'Autriche. Les pays tout aussi neutres que sont la Finlande et la Suède consacrent près d'1,5% de leur PIB à la défense nationale. L'Autriche, avec 0,6%, dépense moins de la moitié de ce montant. L'Irlande est lanterne rouge. Matériel vieillot, trop peu de pièces de rechange et pas assez de personnel. Martin Rosenkrantz, journaliste militaire, suit depuis des décennies les mesures d'austérité de l'armée autrichienne. Selon lui, il n'y a rien à opposer à Vladimir Poutine. Toutes ces dernières années, lorsque l'Autriche a voulu acheter des armes, elle a choisi des armes avec une puissance de frappe militaire aussi faible que possible. Pour garantir une meilleure capacité militaire, au moins à moyen terme, le gouvernement étudie actuellement les possibilités d'investir plus. La guerre en Ukraine, qui n'est qu'à 400 km de Vienne, a provoqué un changement de position de l'Autriche. Au lieu de ses bonnes relations traditionnelles avec la Russie, la République alpine joint désormais ses efforts à ceux de l'Occident. Mais il reste à savoir si et à quelle vitesse l'Autriche mettra en place une véritable défense nationale. Johannes Blechberger, Euronews.
Wien.